Le caviar, ce mets qui dégoûte tous les enfants à la récré quand ils découvrent que c'est fait d'œufs de poisson. Mais ce que beaucoup de ces enfants ne réalisent pas, c'est que ces œufs de poisson sont considérés comme l'un des mets les plus recherchés et luxueux de la planète. Et c'est pourquoi. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les gens paient une fortune pour manger des œufs de poisson. Les origines du mot caviar sont difficiles à déterminer. Il a été adopté pour la première fois en anglais au XVIe siècle, mais personne ne sait vraiment de quel mot et de quelle langue il provient. Parmi les candidats figurent le français caviar, l'italien caviale, le portugais caviar et l'espagnol caviar. Ces mots, à leur tour, remontent au grec caviari ou au turc caviar. Et ainsi de suite, en s'enfonçant toujours plus dans les méandres linguistiques jusqu'à revenir au Xe siècle avant notre ère et au perse caviar, qui signifie « gâteau de force ». On ne pourrait pas vous reprocher de penser que le caviar désigne simplement des œufs de poisson de n'importe quelle sorte, mais en réalité, c'est bien plus spécifique que cela. D'abord, il ne s'agit pas simplement de rogue cru, le terme sophistiqué pour désigner les œufs de poisson, mais de rogue qui a été salé. Ensuite, tous les œufs de poisson ne conviennent pas. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou la FAO, définit le caviar comme de la rogue salée provenant de la famille des Accipinceridae. Ce n'est pas la famille au sens de Fast and Furious, mais plutôt au sens taxonomique. Et Accipinceridae est la famille de poissons composée des esturgeons. Sans trop s'éloigner du sujet, les esturgeons sont vraiment impressionnants. Les plus anciens fossiles d'esturgeons remontent à la fin du Crétacé, ce qui signifie que les esturgeons, tels que nous les connaissons, nagent sur notre planète depuis environ 70 millions d'années et nous pouvons retracer leur histoire évolutive encore plus loin grâce aux fossiles. C'est donc un poisson vraiment très ancien. Ils peuvent atteindre jusqu'à 2,50 m de long et peser jusqu'à 135 kg. C'est donc un très gros et très vieux poisson. Quoi qu'il en soit, la FAO dit que si ça ne vient pas d'un esturgeon, ce n'est pas du caviar. D'un autre côté, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, une organisation multilatérale fondée en 1975, définit le caviar comme les œufs transformés de toutes les espèces appartenant à l'ordre des Accipinceriformes. C'est un échelon supérieur sur l'échelle taxonomique. Donc, en plus des esturgeons, cela inclut aussi les poissons spatules et leur unique espèce moderne survivante, le poisson spatule américain. L'important à noter, c'est qu'ils sont tous deux d'accord pour dire que tous les œufs salés ne sont pas du caviar. Comme le champagne et le bourbon, le caviar est une catégorie précise au sein d'un ensemble plus vaste. Et bien sûr, rien n'évoque autant le luxe que l'exclusivité. L'histoire du caviar commence avec une étendue d'eau bien précise, la mer Caspienne. C'est la plus grande étendue d'eau intérieure de la planète et elle borde plusieurs pays. Le plus important pour cette histoire, c'est qu'elle borde l'Iran et la Russie actuelle. La mer Caspienne abrite également le poisson qui a tout déclenché et qui domine encore aujourd'hui. La vedette des poissons anciens, l'esturgeon beluga. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la première trace linguistique du mot caviar remonte à l'Empire perse du Xe siècle avant notre ère, même s'il était probablement fabriqué encore plus tôt. Quoi qu'il en soit, la mode en Perse était de servir les œufs salés écrasés, donc ce n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. La fabrication du caviar a mis du temps à s'étendre autour de la mer Caspienne jusqu'en Russie, mais on sait qu'ils récoltaient et salaient les œufs d'esturgeon dès 1100. Les premières habitudes alimentaires russes consistaient à écraser le caviar, à assaisonner la pâte obtenue, puis à la sécher, créant ainsi une sorte de pâté de caviar riche en nutriments et qui se conservait longtemps, appelé pisnia. Bien qu'on puisse encore trouver du pisnia aujourd'hui, avec le temps, cette préférence a évolué vers les œufs entiers salés. À l'époque, les œufs de poisson, même après transformation, étaient considérés comme ayant moins de valeur que la chair du poisson elle-même. Ils étaient donc relégués à la consommation des classes les plus pauvres. En d'autres termes, qu'ils mangent du caviar. Le Xe siècle verra la Russie adopter officiellement le christianisme comme religion d'État. Dans ce changement réside le début de l'ascension culturelle du caviar. Voyez-vous, l'Église orthodoxe russe avait un goût pour le jeûne, ce qui signifiait pour eux pas de produits laitiers ni de viande. Au fil du temps, cette pratique s'étendit jusqu'à couvrir 200 jours par an. Les gens avaient des besoins d'alternatives à la viande, et à mesure que le caviar gagnait en popularité parmi les classes inférieures, l'Église elle-même commença à promouvoir le caviar comme une option pour tous. Cela a supprimé le stigmate du caviar comme nourriture paysanne, et l'a rendu ordinaire. Au XVIe siècle, le caviar allait franchir une nouvelle étape vers la légitimité grâce à l'ascension des tsars. Ivan le Terrible, le tout premier tsar par exemple, était réputé en être friand.
Avec cette approbation royale, le caviar est officiellement devenu la nourriture de la royauté russe, ornant leur table jusqu'à l'époque des Romanov. Le reste de l'Europe, cependant, n'avait pas adhéré. Les pêcheurs d'Europe occidentale continuaient de considérer les œufs de poisson comme une prise accessoire indésirable jusqu'au XIXe siècle. En Angleterre, il était utilisé comme nourriture pour les porcs, et dans la région française d'Aquitaine, il était donné aux oies. L'Amérique s'y est mise un peu plus vite. Au XIXe siècle, ils étaient le principal producteur de caviar hors mer Caspienne, grâce à l'abondance d'esturgeons américains dans les rivières du pays. Le caviar américain, très abondant, était alors perçu comme un aliment bon marché et vulgaire. Souvent offert gratuitement dans les bars, comme les cacahuètes, il incitait par son côté salé les clients à boire plus. Pour devenir un produit de luxe mondial, le caviar aurait besoin d'une révolution, mais pas de la manière que vous pourriez imaginer. Voyez-vous, le gouvernement français de la fin du XIXe siècle entretenait des relations cordiales avec l'aristocratie russe. Lorsque la révolution bolchevique a éclaté en 1917, la France a offert un refuge aux aristocrates russes en fuite. Ces nobles déplacés se sont retrouvés dans un pays étranger, désirant toujours leur caviar mais n'y ayant plus accès. Les Français considérèrent toujours les œufs de poisson comme de la merde. Cela allait changer en 1920 lorsque les frères Petrosian, deux hommes d'affaires arméniens ayant fui Moscou, ont ouvert un magasin de spécialités russes à Paris. Ils ont utilisé leur connexion familiale en Russie pour importer diverses délicatesses, principalement du caviar. Vendre à la diaspora bourgeoise russe a bien fonctionné au début, mais dans le but de se démocratiser, ils ont conclu un accord avec le chef du Ritz à Paris. Quand le Ritz a commencé à en servir, le caviar est arrivé dans les assiettes des personnalités influentes qui ont diffusé la nouvelle dans le monde entier. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Le caviar est toujours incroyablement cher, plus que jamais auparavant, et la façon dont nous en sommes arrivés là implique bien plus que les préférences culinaires de tsars russes condamnés. Même lorsque le Ritz faisait connaître le caviar au grand public du monde entier, l'offre restait incroyablement abondante. Comme nous l'avons dit, il existait d'immenses populations d'esturgeons dans le monde entier, et les œufs de poisson étaient bon marché. Alors pourquoi le caviar est-il devenu si coûteux ? D'abord, il y a le type de poisson dont proviennent les œufs, et une hiérarchie qui influence le prix. Au sommet, le vrai caviar doit obligatoirement venir d'un esturgeon, quelle qu'en soit la variété. Cependant, tous les esturgeons ne se valent pas, et la couronne d'or reste, comme depuis le début, à l'esturgeon beluga de la mer Caspienne. Mais il y avait de l'argent à gagner en pêchant n'importe quel esturgeon porteur d'œufs. Car même si tous les caviars ne se valent pas, ils restent tous précieux. Alors, que pensez-vous qu'il s'est passé lorsqu'un poisson abondant est soudainement devenu la source d'un produit de luxe mondial ? Quelqu'un a une idée ? Quelqu'un ? Si vous avez deviné la surpêche, félicitations, vous avez gagné. Les stocks d'esturgeons ont tellement chuté depuis 1920 que de nombreuses espèces sont aujourd'hui considérées comme menacées. Le caractère luxueux de ce produit a créé un cercle vicieux. Les pêcheurs cherchaient les esturgeons car ils étaient plus lucratifs, épuisant ainsi les stocks et augmentant leur valeur, ce qui incitait à en pêcher davantage. Durant tout ce temps, le prix pour le consommateur a constamment augmenté. Aujourd'hui, des efforts existent pour protéger les populations d'esturgeons sauvages. Par exemple, il y a tellement de réglementations sur la pêche de l'esturgeon beluga sauvage à l'heure actuelle qu'obtenir du vrai caviar de beluga sauvage est presque impossible et certainement hors de portée financière pour la grande majorité des gens. Les méthodes modernes d'élevage de poissons assurent un approvisionnement plus durable, mais de nombreuses complications maintiennent les prix élevés. Vous vous souvenez quand nous avons mentionné que l'esturgeon est un poisson ancien ? Cela ne s'applique pas seulement à eux sur le plan historique. L'esturgeon est aussi un poisson qui grandit remarquablement lentement et qui vit donc très longtemps. La durée de vie moyenne d'un esturgeon est de 50 à 60 ans, mais ils peuvent vivre plus de 100 ans. Autrefois, quand ils étaient abondants et tous pêchés à l'état sauvage, nul ne s'en préoccupait. On lançait sa canne à pêche en partant du principe qu'on n'est pas des pêcheurs d'esturgeons. Attraper un poisson avec des œufs, c'était encore mieux. Mais il peut falloir à un esturgeon femelle de quelques années à plusieurs décennies pour atteindre la maturité et commencer à produire des œufs viables pour le caviar. Pensez à cela pour un potentiel pisciculteur. Il pourrait s'écouler des décennies avant qu'il puisse produire un véritable produit. Et arriver à des poissons arrivés à maturité n'est que la première étape du processus. La récolte traditionnelle du caviar nécessite de tuer le poisson. Réfléchissez-y en tenant compte du cycle de vie de l'esturgeon évoqué plus tôt.
Malgré le temps nécessaire pour obtenir des œufs, on ne peut prélever les œufs de chaque esturgeon qu'une seule fois. Il convient de noter que des techniques modernes existent pour récolter les œufs sans tuer le poisson, ce qui aiderait certainement à faire les comptes. Malheureusement, le caviar récolté avec ces techniques est généralement considéré comme de qualité inférieure. Attendez-vous à payer plus cher pour vous offrir du caviar produit selon les méthodes traditionnelles. Dans tous les cas, le processus de récolte des œufs n'a pas été automatisé avec succès, même à l'ère moderne. Tout ce travail doit donc encore être effectué à la main par des ouvriers qualifiés. Après avoir extrait les œufs du poisson, humainement ou non, le travail n'est pas fini. Les normes de traitement du caviar sont très strictes. Les espaces de travail doivent être maintenus complètement stériles et à des températures spécifiques. Le processus de salaison doit être méticuleusement équilibré entre la préservation de la saveur et la conservation du produit. En d'autres termes, c'est énormément de travail. Tout ce travail implique des coûts d'exploitation plus élevés et donc des prix plus élevés au point de vente. Comme déjà dit, le type d'esturgeon d'où vient le caviar est le critère le plus simple pour déterminer le prix. Au sein d'un même lot, le classement des œufs est aussi crucial pour déterminer le prix final. Évidemment, il classe le caviar. Vous ne mangeriez pas n'importe quel œuf de poisson salé et cher, n'est-ce pas? Il faut mettre les meilleurs œufs ensemble. Les méthodes modernes prennent en compte de nombreux facteurs, en évaluant chaque œuf récolté par rapport au standard idéal pour cette espèce. Ils le font souvent une première fois avant le traitement des œufs, puis encore après. Finalement, ils seront emballés et étiquetés selon les résultats, les produits de gamme inférieure recevant des appellations comme caviar de cuisine et sélection, tandis que la qualité supérieure sera mise en avant avec des noms comme royal et impérial. Évidemment, plus la qualité est élevée, plus le prix l'est aussi. Au final, comme pour la plupart des choses, tout dépend de l'offre et de la demande. La demande de caviar a augmenté à l'échelle mondiale, depuis sa popularisation dans les années 1920, et elle a littéralement explosé au cours des 50 dernières années. Le caviar est devenu un symbole de richesse et de classe, et tout le monde veut être perçu comme riche et distingué. Pendant cette même période, les populations mondiales d'esturgeons ont chuté au point que la pêche sauvage de nombreux esturgeons n'est plus vraiment légale. Comme nous l'avons vu, l'élevage d'esturgeons est à la fois coûteux et prend beaucoup de temps, donc la demande est très élevée et l'offre est très faible. Pas besoin d'être Adam Smith pour savoir que ces circonstances garderont les prix très élevés. Pour résumer, le caviar est cher parce que c'est un produit très demandé, dont l'offre est limitée et qui demande beaucoup de temps et de travail à produire. Il faut beaucoup d'argent pour produire du caviar, donc il en faut encore plus pour en acheter. De cette façon, ce n'est pas si différent d'une Ferrari, d'un méga yacht ou de tout autre objet sur lequel les ultra-riches aiment dépenser leur argent. Enfin, sauf qu'on ne peut pas manger une Ferrari. Et comme pour la plupart des choses que nous, les humains, convoitons, nous avons fini par tout gâcher. Tu l'as gâché. Réfléchis-y un instant. Les esturgeons existent depuis 70 millions d'années et leurs ancêtres depuis encore 100 millions d'années. Ils ont survécu à l'extinction du Permien qui a éliminé 9 espèces sur 10 sur la planète. Leur lignée génétique a survécu aux dinosaures. Pendant une période incroyablement longue, ils étaient l'espèce dominante dans les rivières d'Amérique et d'Europe. Puis un tsar a pris goût à leurs œufs et à peine 100 ans plus tard, ils sont devenus une espèce en voie de disparition. C'est assez simple. La cupidité, c'est la raison pour laquelle le caviar est si cher. C'est la raison pour laquelle la plupart des choses chères le sont. Nous aimons nos plaisirs et souvent, nous les aimons sans tenir compte des conséquences à long terme. Mais bon, ce n'est pas que du pessimisme. D'abord, l'industrie du caviar commence enfin à intégrer la durabilité, et même si cela ne nous ramènera pas à l'époque où le caviar était un aliment de masse, cela empêchera, espérons-le, que certains poissons fascinants ne disparaissent pas. Et ensuite, nous aimerions vous ramener à la discussion sur ce qui fait le vrai caviar. Il existe beaucoup d'œufs de poissons salés qui sont moins chers, plus faciles et plus respectueux de l'environnement à produire, et très savoureux si c'est votre truc. Avec ce que vous savez, vous pouvez manger des œufs de saumon salé l'esprit tranquille, sans contribuer à l'extinction d'une espèce vieille de 70 millions d'années, cela doit les rendre meilleurs. Et ce sera plus avantageux pour votre portefeuille. Alors qu'en pensez-vous? Le caviar vaut-il son prix? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et ensuite, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.